Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Bonjour, Alice Belaïdi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Oui? Ouais. C'est quoi pour toi la définition d'une vie alignée? Ah, c'est une très bonne question. Je crois que c'est se donner déjà, je pense, beaucoup d'amour à soi. Déjà. Pour être bien avec soi-même. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine. Je dirais, quand tu seras bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres et tout ça, des trucs un peu comme ça, psychologie de comptoir. Mais j'y crois vachement, en fait, aujourd'hui. D'être aligné, d'être OK, quoi, d'être au clair, en fait. Parce qu'en fait, au final, quand on s'aime et qu'on est OK avec ce qu'on est, parfois, comme là, tu vois, j'en dis trop, parfois je suis trop intense, parfois... mais en même temps, c'est ce que je suis, quoi. Alors parfois, si ça blesse les gens, si ça prend trop de place, je vais essayer de faire attention, parce que c'est ça, vivre avec les autres, quand même. C'est pas essayer de pas s'imposer absolument, quoi qu'il en coûte. Mais je crois que ça, ouais, déjà, s'aimer. Du coup, ce qui en découle, je crois que du coup, l'alignement, il est peut-être plus simple. Ouais, c'est brouillon, je sais pas, tu me poses cette question, je pense qu'il y a mille réponses, mais... Non, mais déjà, s'aimer soi-même. Ouais. Et puis s'aimer avec ses différences aussi, de l'alignement. C'est ça, ouais. Oui, parce que non, tu vas pas pouvoir... Moi, je suis loin d'aimer tous mes côtés, mais par contre, les apprivoiser, essayer de vivre avec, essayer de les trouver parfois un peu charmants, même s'ils sont dérangeants, voilà. Et... C'est un vrai travail. Non, je te remercie de le dire, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont nous voir, vont se dire, évidemment qu'on n'est pas parfait. La perfection est une illusion. Alors, il y a des moments, peut-être, on est parfait parfois. Et comme le bonheur, quoi. C'est un moment de... Tu te prends. Hop, ça y est, tu sais, comme quand on sort et que d'un coup, on se trouve un peu fraîche et tout. On a tous ce moment-là où, hop, on atteint un truc qu'on aime bien et puis... tu te vois dans une glace 2 minutes après, tu dis c'est pas du tout la tête que j'avais en sortant de chez moi. Oui, Photoshop. Merde, j'étais super et puis là d'un coup ça redescend. Donc évidemment, on n'est pas parfait. Je pense que c'est vrai que accepter cette imperfection. Ouais, et puis c'est dur comme tu le dis avec les réseaux, on te renvoie toute la journée en permanence. Moi la première, ma vie parfaite, et Cannes, et les îles, et les voyages, les et soirées, les gens connus. Les sorties, bien sûr. Mais ce que tu disais tout à l'heure, merci d'avoir dit, parce que tout à l'heure tu disais, il y a ça, et puis après tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel, parfois déconnecté, loin de tout, à regarder je ne sais pas quelle émission à 2h du matin en cherchant à dormir. Donc c'est aussi ça, c'est pas que ça, mais, c'est une balance en fait. C'est ça qu'il faut qu'on aille. Le yin, le yang, l'équilibre. En fait, finalement, je crois que quand on vit des émotions très fortes, comme c'est ma chance, et beaucoup d'amour, et beaucoup, le peu, rien, vide, il est tout aussi fort, en fait. Bien sûr. Hi, Kelly. How are you? I'm well. For all those 10 years before Melrose Place was not always easy, right? To get to get what you want. And I'm sure at the time you said, I want to do just big theater, just in movies, and how did you find it just, and for everyone, because a lot of people, as you know, they have dreams. Mm-hmm. Like you had this dream at 17. So that's also something important to them. Just you're pushing them. At what time you think you need to unplug? Were you close to this? During those years, working hard, trying to act, not being super well paid, landing the big job. At some point, you self-doubt. You were saying, just man, maybe it's too hard. Did you ever call Anne, your mom, said, Mom, no, I need to do something else? Yeah, of course, many times. Yeah, but I think that's part of any business, that you want to be successful at. You have to sort of dust yourself off and get back up, and go at it the next day. And it's also a mental thing. I think we all know that you have to sort of mentally keep yourself in a good place. And I used to just say, okay, all you have to do is this, and this, and it's a win for you. You just have to kind of, that's how you build resilience, So, yeah, there were many times I would come home and just cry, or I would just be like, oh my God, what am I doing? Or this is ridiculous. I mean, even when you're in the midst of
working and things are good, you have moments of feeling these things. So it's partly, yes, I have these dreams, and are they ever going to happen? Am I ever going to build that dream? And then living that dream has its challenges. So there's always times when you have to sit and regroup. How do you define your why? Why here? Have you been able to define it? Beside the fact that you want to be the mom to your two wonderful kids? I definitely think I think it's love. I think that's why I'm here, for love. Everyone? Yes, obviously. To share that love. Yeah, I mean, if we were all to meditate every day on sending love out to the world and to people, and to, and visualize what we really wanted the world to look like, instead of focusing on what's being put out to us all day long, things would shift, because we'd all be in a different, I'm not going to use the word again, but we would. Frequency. Yeah. If you had the opportunity to give a piece of advice to the Kelly in her early 20s in New York, what will be this piece of advice? You said, do something specifically. What will be it? Piece of advice would be just to get up every morning and start fresh. Get up every morning and to heal. Take time for yourself and heal. Whatever you need to heal. It's like, yeah. Salut Augustin. Salut Alexandre. Comment tu vas? Je vais bien. Tu étais à la radio, tu écrivais, et là je vais te retrouver au Grand Journal. Là aussi, une évolution. On est en 2012, c'est il y a quelques années de ça. Mais cette évolution-là, ça aussi, c'était un chemin égotique, tu penses? Pas du tout. C'était une suite logique pour toi? C'était une rencontre, évidemment. Oui, alors je me pose pas les questions dans ces termes-là. Moi, en fait, pour être très franc, on ne regardait pas la télé quand on était petit. On n'avait pas vraiment la télé. On avait le droit de regarder Bouillon de culture et Apostrophe. C'était vraiment les émissions qu'on avait le droit de regarder. C'était la grand-messe. Mais on n'avait pas trop le droit aux écrans. C'était pas une famille où les écrans étaient valorisés. Il y avait un écran à l'époque. Voilà. Une vieille télé dégueulasse dans le sous-sol. Il n'y a pas de tablette. Je me souviens. Et si tu veux, moi déjà, quand j'ai été contacté par Michel Denisot et Renaud Levantin, donc Michel Denisot qui présentait le Grand Journal et Renaud Levantin qui le produisait, c'est parce que tout simplement leurs épouses et Renaud aussi écoutaient mon émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or. Donc si tu veux, moi ils m'ont parlé quand même de mon travail, et moi ils m'ont demandé de faire mon travail, c'est-à-dire de prescrire, de partager des lectures. Donc j'avais pas l'impression, si tu veux, de faire autre chose. En revanche, pour être franc, j'avais pas prévu la violence que ça pouvait représenter, et de façon plus intéressante, l'addiction que ça pouvait représenter. C'est-à-dire que, je me souviens, ça va t'amuser, la veille de la rentrée du Grand Journal, j'ai dîné avec Léa Salamé, qui à l'époque était sur une chaîne d'infos, et elle avait travaillé avec moi à France 24, donc on avait déjà fait un peu de télévision ensemble. Je courais dans les couloirs de France 24 pour faire ma chronique littéraire en français et ma chronique littéraire en anglais. Et Léa me dit, parce qu'elle était déjà très acquise à ce que c'est que le monde médiatique, elle me dit, tu vas voir, ta vie va complètement changer. Donc c'est vrai que le Grand Journal à l'époque, c'était énorme. Et je me souviens d'avoir eu comme un vertige, je la croyais sans la croire, mais une semaine après, effectivement, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire « Augustin, quel livre est-ce qu'il faut lire ?» Et ça, c'est quand même un changement absolument radical dans une vie. Ça a été absolument radical. Ce qui est intéressant, c'est que le Grand Journal s'est arrêté et j'ai pas eu pendant tout mon parcours la même reconnaissance publique. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait, sinon représenter un manque, du moins être une forme de vertige, quoi. C'est-à-dire que maintenant... Tu comprends pourquoi souvent les gens voient ça, comme les politiques en fait, comme une drogue,
tu disais une addiction, c'est ça? C'est quoi? C'est de ne plus être reconnu? En fait, je pense que ça vient de très loin. On parlait de reconnaissance au début de notre conversation, et d'ailleurs, dans des termes que j'ai jamais employés. C'était très émouvant d'en parler comme ça avec toi. Mais je pense que la question de la reconnaissance, elle est fondamentale pour me comprendre. C'est-à-dire que j'ai toujours été en quête de cette reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est pas que les gens te saluent, te disent bravo pour ce que tu fais. C'est bien une reconnaissance. C'est-à-dire, c'est bien une façon de se trouver, en fait, de se comprendre. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que quand tu étais plus jeune, les gens t'écoutaient pas. Bah c'est ça, exactement. Exactement. Et à plein de moments dans ma vie, on m'a pas écouté. Ouais. Alors, on m'écoutait pas parce que c'était une famille très nombreuse. On m'écoutait pas parce que je parlais beaucoup pour ne rien dire. Je faisais sans doute un petit peu le clown. Et on m'écoutait pas sur des sujets sans doute plus importants et plus tragiques, qui ont été difficiles à faire sortir et dont on parlait tout à l'heure. Donc, si tu veux, cette question-là, elle est fondamentale. Et tu sais pourquoi on fait de la radio, en fait? Pour qu'on nous écoute. Pourquoi on fait de la télé? Pour qu'on nous regarde. C'est-à-dire que c'est pas normal de se retrouver à un moment donné sur un plateau, avec 14 caméras qui te regardent et qui sont pointées sur toi. Faut avoir un problème psychologique. Il faut avoir cette volonté d'être regardé. Surtout quand on sait la violence du regard. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on le sait plus que jamais. On sait à quoi on s'expose. On sait à quelle violence, en fait, on va être confronté, quelquefois pour un nœud de cravate mal noué, mais le plus souvent pour une phrase qu'on a dite et qu'on pourrait désavouer le lendemain. Parce qu'en réalité, la vie, elle est complexe, les gens sont complexes, on est tous pleins de paradoxes, on est des êtres de paradoxes et d'imperfections. Et quand on dit quelque chose un jour, mais peut-être que 2 heures après, on va le remettre en question. Sauf que, comme tu l'as dit, et que ça a été incrusté sur une bobine, on te le sortira 10 ans après en disant « tu as dit ça ». Non seulement on te le sortira 10 ans après, mais surtout on va figer cette pensée-là comme constitutive de ce que tu es. Mais attendez, merci de nous laisser quand même la possibilité de nous remettre en question, ne serait-ce que de nous remettre en question. Moi, mon travail, il est aujourd'hui plus que jamais sans cesse de penser contre moi-même. Tu parles avec vraiment toujours beaucoup de passion des gens que tu aimes ou que tu admires, parce que tu en admires un certain nombre, que ce soit les écrivains, on entend là aussi pour des musiciens. Ou toi-même, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais moi j'aimerais bien passer de l'autre côté? Alors pas du tout. Jamais. En revanche, tu viens de dire un mot hyper important pour moi, qui est le mot admiration. Aujourd'hui, c'est très mal vu d'admirer. Aujourd'hui, quand on admire, on a l'impression qu'on sert l'invité, pour ne pas dire qu'on le suce. Et ensuite, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'admirer. Parce qu'admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est à un moment donné décider qu'on n'est plus le centre du monde. Admirer, c'est avoir l'humilité, à un moment donné, d'apprendre quelque chose de l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je comprends pas, en fait, ce monde où on renie l'admiration comme ça. Moi, quand j'invite quelqu'un, c'est aussi parce que je l'admire. Il y a des choses encore aujourd'hui, à part Tennisman, que j'aurais bien aimé, mais alors j'ai pas le corps. Mais j'aurais bien aimé, ça c'est sûr. Déjà pour moi, et c'est important, on n'en a pas encore parlé, mais la réussite ne se mesure pas au succès professionnel. D'ailleurs, tu te rappelles, on en a un petit peu parlé avec les chiffres. Pour moi, la réussite n'est pas quantitative. Vraiment pas. D'ailleurs, je m'érige très souvent contre les questions de classement, de hiérarchie, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, je sais pas comment te dire. Moi, déjà, j'ai été très privilégié. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des émissions qui étaient regardées ou écoutées, des émissions où je me suis amusé, qui ont été des aventures professionnelles et humaines extraordinaires pour moi. Non seulement, je suis pas un grand ambitieux, j'ai pas forcément envie de faire plus ou de faire mieux. Je te dirais qu'en fait, sur ma bucket list, il y a beaucoup de choses très intimes, très privées, parce que ce que j'ai mis de côté pendant très longtemps avec cette carrière, c'est ma vie privée. Boulimique. Tu vois, ce que j'ai mis de côté, c'est ce qui pour moi est le centre du monde, à savoir l'amour. Ce que j'ai mis de côté pendant longtemps, c'était ça. Donc oui, si tu veux, sur ma bucket list... j'aurais des choses intimes, des choses... Paternité. Notamment, je pense. Notamment, ouais. Peut-être ça, ces questions-là. Ce sont des questions très importantes pour moi, ouais. En tout cas, j'y réfléchis beaucoup.
Salut Richard Gasquet. Salut Alexandre, un plaisir d'être ici. Oh, dis donc tu vas plus rapide. J'ai même pas envoyé la balle que tu me l'as déjà. Ouais, je t'ai renvoyé la balle. Tout va bien. Écoute, tout va bien. Quand on parle de Richard Gasquet, c'est vrai qu'on parle, et c'est pour ça aussi là, le parallèle qu'on fait avec Mozart, c'est qui a été talentueux très jeune. Toi, c'est ce qui s'est passé, c'est que très tôt on t'a mis en avant. Et donc c'est pas uniquement que tu étais bon très jeune, c'est qu'en fait on t'a mis en avant. Et puis on te retrouve à la télé, et là tu as 9 ans. C'est que tu n'en as pas 9 ans. Et c'est pas le fait que... C'est plutôt la conséquence de ça pour toi. La conséquence par rapport à ton entourage. De nouveau, vous êtes dans un petit village du sud de la France. Tout d'un coup, tu as ce Barnum qui arrive autour de toi. Comment tes parents arrivent à te protéger par rapport à ça? Comment eux-mêmes arrivent à se protéger? C'était dur déjà parce que là, moi TS Magazine, j'étais abonné. Ouais. Donc tous les mois, j'allais voir le magazine. Et en fait, je pensais faire 2 ou 3 pages du magazine. C'est ce qu'on m'avait dit. Ouais. Et en fait, j'arrive, je vois le magazine et je me vois sur la couverture. Quoi. Ça me fait un choc, vraiment. J'étais pas du tout content. Ah, t'étais pas content? Non, pas du tout, parce que j'étais très timide à l'époque, tu vois, j'étais réservé. J'avais 9 ans, j'avais un peu honte de me retrouver là en une. Et mes parents, ils étaient pas contents du tout non plus. On s'attendait pas du tout à ça. Donc après, oui, la lumière sur toi-même, t'essayes de... C'est vrai que jeune, j'étais très très fort. Après, pourquoi exactement? Je me suis entraîné, mais pas totalement plus qu'un autre non plus. Je pense que c'est... T'as du talent, là. J'avais du talent et c'est vrai que ça m'est tombé dessus, quoi. Et donc là, quand tu arrives, c'est quoi l'impact de cet article, de cette télé dans ta vie à ce moment-là? J'ai eu une vie différente. C'est vrai que j'étais très... Quand j'allais jouer des tournois de tennis, il y avait déjà 200-300 personnes dans les stades, enfin, dans les clubs. Parce qu'ils voulaient voir la merveille. Ils voulaient me voir, ils avaient vu ce tennis magazine. Donc c'est clair que j'étais très suivi. En France, déjà, c'est un sport qui est populaire, le tennis. Il y a toujours l'attente de gagner un grand chelem après Yannick. Voilà, c'est un sport. Il y a Roland Garros, c'est gros. Donc oui, tu as pas mal de pression sur les épaules. Et c'est vrai que quand tu es jeune, c'est quand même très compliqué à gérer parce que tu as besoin quand même de calme, de pas trop avoir de lumière pour t'épanouir. Et moi, en tout cas, c'est clair que j'en ai pas beaucoup eu. Après, aujourd'hui, j'ai l'expérience pour... Mais bon, avec moi, mes parents et moi, on n'en avait pas beaucoup à l'époque et c'est vrai que c'est pas facile à gérer quand même, quoi. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est vrai que tu te retrouves en fait assez... Et c'est pas contre tes parents en fait, mais assez mal entouré. Oui, complètement. Par rapport à la structure de l'époque. Tes parents font leur maximum, et c'est souvent le cas quand on est parents. On fait notre maximum, c'est pas pourtant qu'on fait les choses bien à chaque fois. Non, bien sûr. Et là, tu es assez peu structuré. La fédération peut-être peu à ce moment-là. Comment ça se passe? Je pense qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir un joueur aussi précoce, qui avait autant d'attentes sur les épaules. Mes parents, on était assez humbles quand même. Tu vois, c'était pas non plus un projet où se dire il faut être numéro 1 mondial. Comme j'avais du talent, forcément, j'ai eu envie de jouer, on a fait le maximum, mais c'était pas le projet initial. Je suis pas né en me disant je vais être joueur de tennis professionnel. Ouais. Ça m'est vraiment tombé dessus. À quel âge tu as compris ça? J'ai compris assez tôt, 13, 14, oui, je gagnais quasiment tous les tournois, 13, 14, 15 ans, c'est vrai que c'était... Alors on parle de petits as, on parle de ces années-là. J'ai quasiment tout gagné, mais je pense qu'à la fédération, à l'époque, ils n'étaient pas du tout prêts à avoir quelqu'un d'aussi fort, donc oui, je trouve que j'ai pas été toujours très bien entouré, et je pense que j'ai perdu un peu de temps. S'il y a un petit regret de ma carrière, je pense que c'est à ce moment-là, justement, moi, si j'étais entraîneur d'un jeune aujourd'hui qui a ce potentiel-là, je pense que je ferais les choses différemment et je mettrais un peu moins de pression, parce que quand tu es jeune, franchement, à 15-16 ans, d'avoir ces lumières-là sur toi, c'est pas facile, quoi. On parle là de mental et de physique. On dit souvent, justement, le sport, dans tous les sports, mais dans le tennis, on en parle souvent, et pas uniquement une question d'analyse, de savoir si tu dois mettre cette balle sur le revers, sur le coup droit, d'analyser en vidéo avant, mais savoir ce mental-là, cette force mentale qui est essentielle. Certains l'ont souvent, c'est parfois physique, mais c'est mental. Comment toi, tu gères ça très jeune, avec une pression excessive sur toi, tout de suite en voyant que tu vas être notre sauveur, parce que déjà depuis trop longtemps, on n'a pas gagné depuis 1983, il n'y a pas eu de vainqueur. Je parle d'un tournoi du Grand Chelem. Toi, comment ça se passe, cette partie mentale chez toi? Tu te fais rapidement accompagner par quelqu'un ou pas du tout? Ou t'es à nouveau...
Tu dis juste, allez, tu te débrouilles, tu prends cette pression et puis on verra comment ça se passe. Tu te débrouillais un peu à l'époque, hein. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de santé mentale, il y a beaucoup de coachs, c'est super, c'est fabuleux. Nous, à l'époque, c'était la doctrine, c'était il faut surtout pas trop parler, ça veut dire que tu vas être un peu faible. Et, voilà, c'était dans le tennis, c'était beaucoup ça. Si tu parles beaucoup de mental, tu donnes des choses à l'adversaire, on voit que tu es faible. C'était vraiment ce qui transposait un peu en France. Donc j'ai eu des moments difficiles à 16, 17 ans. Après, j'ai réussi à trouver un entraîneur qui m'a un peu cadré. Je pense que c'est lui qui a été Comment il s'appelle ? Éric de Blicker. Ouais. C'est lui qui m'a permis de me remettre un petit peu, de me refocaliser un peu sur les choses saines, de reprendre du plaisir sur le court. Mais comme tu dis, j'ai souffert quand même de ça. Quoi. Parce que dans ces années-là, on est à peu près en 2004, tu vois, dans ces années-là, il y a un moment ou un autre où tu dis à ton papa, et ça c'est dans ton livre que tu l'écris, hein, que je conseille, qui est là, hein, à revers et contre tout, hein, c'est le livre que tu as sorti chez Stock, tu dis à ton papa, trouve-moi un stage, chez qui ? Chez Arnaud Lagardère, chez Paris Match. C'est Paris Match. Donc là, tu dois avoir... J'étais au fond du trou. Sincèrement, j'étais au fond du trou. Je te dis, j'avais justement un peu cette attente-là qui avait été dure à gérer. J'avais eu beaucoup de pression, beaucoup de stress et j'avais un peu craqué, quoi. C'était devenu difficile. Justement, comme tu dis, je n'étais pas tellement accompagné. Je l'étais, mais peut-être pas assez bien. Ouais, pas bien. Et après, tu craques, quoi. C'est difficile. Donc, j'ai eu une période dure à gérer, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je te dis, il y a eu ce mec, Eric, qui est venu. On a repris doucement. Et après, je me suis reconstruit, je me suis calmé, j'ai repris du calme, on a beaucoup discuté. J'ai dit un peu mes peurs, mes craintes. Il y en avait beaucoup à l'époque, tu sais, quand t'es jeune, c'est dur à gérer. Et après, j'ai réussi à repartir, à être mieux, à regagner des matchs. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'il a fait office de coach mental, quoi. Bonjour, Manu Payet. Bonjour, Alexandre. Tu vas comment ? Ça va, merci. Tu parlais des conséquences de ça. Là aussi, c'est très important de nouveau pour les gens qui ont ces traumas. Et on est tous avec nos traumas. Hein, c'est quand même, on a des sacs assez lourds, plus ou moins lourds à porter. Toi, ce sujet-là, tu l'exprimes aussi quand tu prends du temps à même toi-même avoir des enfants et que tu te poses ces questions-là, à un moment d'avoir des enfants, à dire est-ce que tu vas être pas aussi bon que ça, papa ou maman dans le couple. Toi, c'est considérable ce trauma pour montrer que tu as pris quand même jusqu'à 40 ans, un peu de 40 ans, pour avoir ta merveilleuse Johnny qui est ta fille. Est-ce que ça a été si long que ça, pour ça ? Oui, bien sûr. C'est aussi à cause de ça, si on peut dire à cause de que ça a pris du temps. Il y a une autre raison un peu plus biologique que tu connais aussi, mais oui, ça a été aussi à cause de ça. Cette même psychothérapeute, Madame Chen, dont je te parlais tout à l'heure, m'avait dit vous allez peut-être avoir tendance à vouloir lever la main sur vos enfants parce qu'on vous a levé la main dessus. Donc ça, c'est un truc, moi, que j'ai dit, mon Dieu, alors là, je veux pas en avoir. Ouais, déjà, tu t'es dit, la vérité, les chiffres sont entre 20 et 40%, quand les chiffres sont sortis, 20 et 40% des gens qui ont été abusés, en fait, vont abuser également, là je parle physiquement, les enfants. Donc toi, tu t'es dit, si malheureusement je ne peux pas me contrôler, je préfère pas. Non. Je vais pas... non. C'est l'un des avantages de l'âge. Il faut apprendre. Je veux croire en l'humanité aussi à cet endroit-là. Si déjà, avant même de devenir papa, tu as peur de pas réussir cette mission-là, peut-être qu'il faut que tu y ailles. Parce que tu risques de donner naissance à une espèce de paternité un peu... qui peut peut-être être chouette. Tu vas comprendre aussi, en parallèle, le métier que c'est au quotidien que d'être papa. Tu vas comprendre que c'est le seul métier pour lequel tu n'as aucune formation. Que la seule formation que tu as eue, c'est 3-4 beignes. Voilà. Ouais. Que le highlight de ta formation, le jour où tu as eu ton diplôme, c'est le jour où il t'a pris sur ses joues et qu'il s'est excusé. Ok, c'est pas beaucoup quand même comme formation pour s'engager ensuite sur un CDI de papa. Voilà. Mais ça vaut le coup de se challenger. Et j'essaye chaque jour d'être le meilleur papa possible. Meilleure version de ce que tu... J'essaye vraiment du fond de mon cœur. J'ai dit tout à l'heure, attends, je te laisse, ma fille vient d'arriver, je vais passer un moment avec elle, je te rappellerai plus tard. J'ai raccroché. Elle a levé les yeux vers moi, elle a dit « Waouh !» Ça, c'est sympa. Tu vois? Et là, tu te dis... J'ai réussi quelque chose. J'ai réussi quelque chose. Ouais. Alors, c'est sûr, hein, quand tu as des enfants, tu draftes
tu es continuellement en train d'essayer le mieux, espérons, possible. Ouais. Mais c'est un draft, donc t'as pas de la correction, elle est parfois un peu dure. Ça, on parle de ton papa, ta maman là-dessus, ton frère et ta sœur, ta maman décide de te protéger, elle faisait de son mieux possible. Non, pas du tout. Au contraire, c'était plutôt. C'était. Balance maman. Tu vas voir quand il va rentrer. Mais je dois. Elle n'avait pas les outils. Non, elle n'avait pas les outils, et puis surtout, elle n'avait pas la force physique. Mon père, il était costaud. Hein. Je peux te dire que lui, s'il avait décidé, tu t'en prenais une. Hein. Il y avait la peur, quoi. Oui. Et puis, il y avait cette menace, tu vois. Parfois, elle disait pas. Elle disait, bon, ben c'est bon, je me suis calmé, je lui ai pas dit, parce qu'il aurait pété un câble. Mais merci, maman, de ne pas avoir dit. Il m'est déjà arrivé de dire ça à ma mère. Ouais. Tu vois, mais tu vas voir quand il va arriver. Alors là, je peux te dire que là, tu pouvais rentrer dans les ordres, mais et si je rentre dans les ordres? Alors je dis rien. Ok, ben vas-y, emmène-moi au séminaire, je vais devenir prêtre. Ta maman est très chrétienne, est très croyante, donc c'est un côté sympathique là-dessus. Ton frère et ta sœur, ils l'ont vécu de comment? Non, alors ma mère m'a dit. C'est toi le paratonnerre? Oui. Le grand? Ouais, exactement. Ma mère m'a dit, bah oui, elle m'a dit ça, c'était très mignon, hein. Je vais vous le dire en drôle, mais je vais vous dire la vraie phrase, mais elle m'a dit, bah qu'est-ce que tu veux, t'étais le premier, on était cons. Elle m'a dit ça. Et une fois que t'as encaissé cette phrase-là, tu dis... J'aurais dû être deuxième. Oh ouais, j'aurais pu être deuxième quand même. Est-ce que t'as une vanne que t'as regretté faire une fois sur scène? Tu dis... Oui, je me souviens d'une vanne que j'avais regrettée. Alors, la vérité, c'est que je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. En fait, c'est pas tant que j'ai regretté parce que je me suis dit que j'allais blesser quelqu'un, parce que je veux pas blesser les gens. Les gens sont déjà assez blessés comme ça pour aller s'asseoir dans le spectacle d'un couillon après avoir trouvé une place pendant 2 heures pour en plus en ressortir blessé. C'est pas mon rôle, moi. C'est que je me suis dit, t'es allé vers la facilité. Et c'est pas toi. Pas très joli, pas très chicos de faire ça. T'as parlé de quelqu'un d'autre. Pas bien. Ouais. Et... Tu l'as zappé? Ah bah direct, alors là, direct. Le public le plus difficile à faire rire. Ah. Et oh les Clermontois. Ils sont difficiles. Attention, hein. Ils sont difficiles. Ah bah, moi je me souviendrai toujours le patron du théâtre à Clermont, la première fois que j'ai joué là-bas, à la Baie des Singes. Je suis juste avant de monter sur scène. C'est mon premier spectacle. On est en 2007 ou 2008. Ok. J'ai les mains, mais c'est-à-dire que je me suis dit, comment je vais faire pour tenir le micro, puisque j'ai les mains qui tremblent, ils vont le voir. Je suis tétanisé. Je suis juste derrière le rideau. Et le gars de la salle, tu vois, le patron de la salle, le voit. Et pour me rassurer, il me tape dans le dos comme ça et il me dit, allez, t'inquiète pas, mon gars. Dis-toi une chose, c'est que si ton spectacle marche à Clermont, il marchera partout. Et je dis, pourquoi vous me dites ça maintenant? Il me dit, oh merde, j'aurais peut-être dû attendre de te le dire après. Et là, bonsoir. Et c'est connu entre vous savez que Clermont, c'est pas évident? Ils le savent. Mais en fait, il y a des publics qui sont exigeants, il y a des publics qui sont sur le texte, et il y a des publics qui, en même temps, qui ont les trois et qui... ne t'accorde pas tout de suite. Bah gars, on te connaît pas, mec. Allez, donc vas-y, prouve-nous d'abord. On va pas se marrer comme ça. Pour les gens qui nous écoutent, moi j'en connais un certain nombre, qui aimeraient avoir ce parcours-là, que ce soit, encore une fois, un parcours de comique, un parcours de comédien que tu as. C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Parce que toi, tu as fait un chemin de traverse, tu as commencé par l'animateur radio pour arriver à un moment ou à un autre à faire ce qui est ta passion. Tu as des conseils justement à donner à des gens qui rêvent de ça, qui disent « j'aimerais être... » Moi, j'ai un très bon ami à moi qui aimerait tellement pouvoir un jour être sur scène et qui fait rire les gens. Et tu sais que c'est ça, dans sa bucket list, c'est le numéro 1 depuis tout le temps. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui ont envie d'autre chose? Il faut, à mon sens, il faudrait réussir à faire très vite la différence entre culot et talent. Ton culot peut t'aider à aller montrer ton talent. Mais ton culot ne doit pas être la seule raison pour toi de monter sur scène. Parce qu'une fois que tu es sur scène et que la lumière est sur toi et que le micro est dans ta main devant ta bouche, il faut du talent pour dire ce que tu as envie de dire.
on est trop souvent impressionné par les gens qui n'ont que du culot, qui crient plus fort, et on se dit, c'est du culot. Crier fort dans un micro, c'est du culot. Mais il y a des gens qui crient fort dans du micro avec le talent. Et là, qui te scotche à ton fauteuil. C'est ça qu'il faut. Là. Si tu as envie d'être applaudi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mon enfant. Si tu as envie d'être applaudi, mais que tu ne sais pas pourquoi, alors fais autre chose. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.